Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello tout le monde, bienvenue dans le 38e épisode de Rideau Rouge. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, je suis épuisé mais au taquet. Je sors d'une deuxième édition de Mobile Village, l'événement que je coordonne avec le comité départemental du sport en milieu rural, et c'était de la folie. D'ailleurs, si vous souhaitez me rencontrer lors du prochain événement, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'y communique toutes les informations. Allez, on démarre sans plus attendre l'épisode du jour. Cette semaine, nous allons nous demander si les principes de permaculture sont applicables aux êtres humains. Une question fascinante que j'ai eu la chance d'aborder avec un expert du sujet, Mathieu Francard. Après avoir travaillé une partie de sa vie dans les domaines artistiques et social, il a développé une entreprise de coaching et de formation en y appliquant les connaissances qu'il avait acquises dans le domaine de la permaculture. Voyant que ce modèle fonctionnait, il a décidé d'enseigner à ses clients entrepreneurs ce qu'il a appelé la permaculture business. Tout se jardine, votre entreprise aussi, écrit-il sur son site internet. Dans cet épisode, il sera question d'entrepreneuriat, mais pas que. Vous verrez que les conseils donnés par Mathieu sont bien plus larges et applicables dans de nombreux domaines. Une interview que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. D'une part parce que le parcours de Mathieu entre sur de nombreux points en résonance avec le mien, d'autre part parce que sa vision des choses est très riche et très inspirante. Salut Mathieu, comment ça va ? Salut Alex, cool, ça va très très bien. Je suis ravi et honoré d'être interviewé par toi et de participer à ton podcast. Eh bah écoute, c'est un honneur partagé, vraiment. Je suis ravi de t'accueillir ce matin pour parler de permaculture, d'entrepreneuriat, de lien avec notre humanité. Un sujet très très chouette. Avant de commencer, Mathieu, est-ce que tu veux bien me dire, me décrire ton premier téléphone? Mon premier téléphone, euh, je crois que c'était un Nokia bleu et orange. Je crois que c'était ça. Je sais plus comment il s'appelait. C'était pas le 3310, le fameux 3310, c'était un autre euh, avec des touches. Je l'ai eu assez tard finalement, mon premier téléphone. Je l'ai eu quand j'étais étudiant à la fin de ma terminale en fait. Voilà. Et à l'époque, on devait payer par nombre de caractères sur les SMS. Enfin, quand tu dépassais un certain nombre de caractères, tu enquillais sur un deuxième SMS. Je me souviens de ça. Mais voilà mon premier téléphone. Un téléphone orange et bleu, coloré. C'était pas encore un téléphone à clapet, c'était vraiment les petits téléphones. Ouais, c'était des petits téléphones avec un petit écran. Je crois que tu avais le jeu du serpent dessus, et c'est tout. Et tu pouvais envoyer des SMS et téléphoner et changer les paramètres. C'était peut-être déjà pas mal en fait. C'est peut-être déjà pas mal, ouais. C'est peut-être déjà pas mal. Mathieu, c'est quoi ton parcours? D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu parles? Là, je te parle d'un petit village dans la Meuse. Là où personne ne va, à part les touristes allemands en ce moment pour aller voir les souvenirs de la guerre. Donc, je suis à côté de Verdun, en fait, plus précisément. Et, je te parle de là parce que voilà, on a pu, avec ma compagne, acheter une maison dans une ferme et retaper la maison. Moi, j'ai un grand jardin, justement, parce qu'on va parler de permaculture aujourd'hui. Donc, c'est important pour moi d'avoir un jardin. On est un petit peu autonome en eau parce qu'on a l'eau du puits. Et voilà, on est en train de développer ça ici localement. Il n'a plus, du coup, acheter une ferme pas trop chère dans cette région. Voilà pourquoi je te parle de là aujourd'hui. Puis, je suis aussi originaire de la région. Et vu que je suis papa depuis peu, ben, c'est important aussi d'élever notre enfant dans des bonnes conditions. Et donc, on a de l'espace, on a un jardin, on a la famille qui est à côté. Donc, c'est chouette. C'est des bonnes conditions pour nous. Voilà. Et comment est-ce que tu en es arrivé là professionnellement? Déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel a Ouais. été ton parcours professionnel? Alors, moi, aujourd'hui, je vais accompagner des entrepreneurs, plus spécifiquement des entrepreneurs de l'accompagnement. Donc, ça va être en majorité des thérapeutes, des formateurs, un peu de coach aussi, que je vais accompagner à développer leur activité pour qu'ils puissent en vivre confortablement. Et je vois le développement d'une activité comme la création d'un écosystème vivant
qui du coup est plus résilient et plus abondant et plus efficient s'il respecte les lois du vivant. Donc on pourra en parler, mais l'idée c'est vraiment ça. Ça c'est le concept que je développe et que j'utilise aussi pour ma propre entreprise. Hum, Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Il y a une grosse partie artistique, création d'événements, parce que voilà, je suis musicien et j'ai participé à des créations d'événements, notamment dans la musique électronique sur Paris. Ça m'a bien fatigué parce que c'était vraiment le monde de la nuit. Avant ça, j'avais eu un petit parcours dans l'éducation populaire, donc animateur de colo, animateur aussi de, euh, des mercredis récréatifs. Enfin, voilà, je travaillais en tant qu'animateur. Et donc, du coup, après, quand je suis revenu de Paris, j'ai passé un diplôme, un BPGEPS, un diplôme d'éducation populaire que tu dois connaître, justement. Et ça m'a permis de bosser dans plein de structures médico-sociales diverses et variées, donc dans les centres sociaux, donc de développer des projets culturels avec des jeunes, de travailler aussi dans le handicap, de travailler auprès de jeunes dans les quartiers prioritaires, comme on appelle ça. Et puis, de travailler aussi dans la santé communautaire, voilà, dans une association de santé communautaire. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des compétences pour accompagner l'humain. Mais la manière dont on l'accompagnait dans le médico-social ne me paraissait plus juste. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le médico-social, c'est-à-dire que on nous demande de faire beaucoup de choses et pour peu de financement, pour peu de moyens. Donc ça ne me convenait plus. Du coup, j'ai décidé d'aller chercher mes propres moyens et de créer mon entreprise à la fin de l'année 2019. Parce que parallèlement à ça, je commençais à donner des formations. J'étais aussi formateur dans une école de naturopathie sur des questions de santé. Et puis, bah, est arrivé l'histoire du Covid et le confinement, etc. Donc, j'ai digitalisé mon activité. Et en digitalisant mon activité, bah, j'ai acquis des compétences en marketing, en entrepreneuriat. Et du coup, j'ai commencé naturellement à accompagner aussi des entrepreneurs qui voulaient démarrer parce que je m'éclate. Parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi à travers le marketing, la psychologie humaine qui est finalement un système vivant. Et donc, je me suis vraiment amusé à ça et j'ai développé aujourd'hui, donc, du coup, je développe mon activité, je vis pleinement de mon activité, donc de formateur et d'accompagnant pour les entrepreneurs qui se lancent. Voilà mon parcours en très court. Et là-dedans, comment est venue s'intégrer la permaculture? Comment tu l'as découverte? Tu disais que tu t'enseignais déjà dans une école de naturopathie, donc j'imagine que tu avais une certaine appétence aussi pour tout Ouais. ce qui est santé naturelle. Ouais, tout à fait. Je faisais beaucoup de jardin quand j'étais enfant, et puis je me suis un peu pas déconnecté, mais vécu ma vie d'étudiant. Je me suis beaucoup intéressé à l'artistique, et puis après donc la période dans le médico-social. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à en avoir un petit peu marre. J'étais un peu je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais du coup, c'est vraiment la reconnexion à la nature qui m'a permis ça, dans le sens où là où j'habitais, je voyais un jardin en friche en bas de chez moi. Et ça me démangeait. Tu vois, c'est une sorte d'attirant. Ça me démangeait de voir ce jardin en friche. J'habitais dans un immeuble qui était juste en bas de chez moi. Donc j'ai contacté l'agence immobilière pour leur dire, ouais, il y a un jardin. Qu'est-ce qu'on fait de ce jardin-là? Et en fait, il appartenait à personne, donc à tout le monde finalement. Donc on a pu se partager entre tous les locataires, se partager chacun un bout de jardin. Il y en a qui l'ont utilisé, d'autres non. Et du coup, j'ai recommencé à mettre les mains dans la terre. Euh, et, euh, et ma compagne est venue habiter avec moi à ce moment-là. Et on a commencé à jardiner tous les deux, à décorer avec des fleurs. Et ça m'a fait un bien fou. Et très très vite, j'ai connecté très vite avec la permaculture. Tu vois, j'ai l'impression que tout était déjà là et j'avais juste besoin de me reconnecter à ça pour que tout apparaisse en fait. Hein, c'est assez magique. Et donc j'ai connecté très très vite avec la permaculture, avec les principes de la permaculture. Et je trouvais ça assez incroyable en fait. Et puis, il y a des connexions à ma propre nature aussi qui ont aidé. C'est-à-dire que dans ces périodes-là où j'étais pas spécialement bien parce que de s'occuper tout le temps des autres, bah, ça m'empêchait aussi de m'occuper de moi-même. Ça me permettait aussi de ne pas m'occuper de moi-même, la bonne excuse. Du coup, quand je me suis retrouvé vraiment un petit peu, je dirais, acculé face à mon mal-être, bah, il a fallu que je mette des choses en place, hein, ou alors sinon, bah, je continuais à aller mal. Et je me suis intéressé aussi au yoga, des formes de spiritualité à du chamanisme, au chamanisme, à des pratiques chamaniques, à du tantra. Donc tout ça m'a permis de me reconnecter au corps, de me reconnecter à mes propres natures. Tout ça est arrivé en même temps très très vite dans ma vie en fait. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc la naturopathie, la santé naturelle est arrivée aussi en même temps. J'ai commencé des études de naturopathie à ce moment-là. Je suis devenu aussi prof dans l'école dans laquelle j'étais formé.
Comment tu définis la permaculture et c'est quoi les lois du vivant dont tu parlais? Ouais, alors la permaculture, c'est une philosophie. C'est des méthodes, mais c'est aussi une philosophie de vie, une manière de penser. Quand on pense permaculture, on pense agriculture, on pense jardinage, mais ce n'est pas que ça. Euh, Parce qu'il y a un état d'être, un état d'esprit, un état de présence, il y a un lien qu'on fait avec la nature, il y a quelque chose de presque spirituel dans la permaculture. La permaculture, en gros, c'est prendre soin de notre environnement, prendre soin des hommes, prendre soin de notre environnement, de la nature, pour vivre dans un monde plus durable, dans lequel l'humain va pouvoir vivre d'une façon plus agréable et plus autonome et plus durable. Voilà, donc il y a vraiment une notion d'efficience aussi. Et puis la permaculture, c'est aussi la création d'écosystèmes. C'est une pensée systémique, une pensée en termes d'écosystème. En observant la nature, on voit que tout est relié. Ça fonctionne, la nature fonctionne, il y a une intelligence incroyable parce que ça fait des millions d'années qu'elle est en train enfin, la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Terre, qu'elle est en train d'évoluer. Et c'est une intelligence rare, incroyable. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer des écosystèmes vivants par du biomimétisme. La permaculture, en fait, c'est succession de plusieurs hommes. Il y a plusieurs acteurs, en fait, qui ont vraiment fait la permaculture telle qu'elle est aujourd'hui et qui permettent de théoriser les lois du vivant pour les mettre au service de l'humain. C'est un peu comme ça que je conçois la chose. Euh, et donc, les lois du vivant, c'est quoi? Ben, ce sont des lois universelles euh, qui vont, lesquelles je peux te citer. Bah, le fonctionnement en termes d'écosystème. Ça, c'est vraiment une loi universelle. C'est-à-dire qu'on est tous interreliés, mais de manière parfois aussi invisible. Tu sais, quand on a de l'intuition, quand on sait que quelqu'un va nous appeler avant que le téléphone sonne, bah, ça, ce sont des informations qui existent. Parce qu'on est connectés, on est tous connectés ensemble. Sauf que l'humain a arrêté de développer ces capacités-là, mais on est tous connectés. On peut le voir dans des tas d'expériences par des médiums, et la nature fait ça très très bien tous les jours. Tu vois, des arbres qui vont communiquer par des systèmes de phéromones, par des signaux vibratoires, des animaux qui vont communiquer à distance aussi, qui font presque comment dire, de la télépathie. C'est des phénomènes incroyables qui sont observables, que la nature utilise depuis des années. Nous, on a simplement oublié. Donc, penser en termes d'écosystème, c'est une loi du vivant. La première loi du vivant, c'est l'inclusion. Euh, c'est pas l'inclusion en mode voilà, on met des toilettes handicapées. Hein. C'est pas cette pensée de l'inclusion, même si voilà, elle est intéressante. C'est quelle manière on peut revenir à une forme d'unité. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu dans la nature, quand l'arbre va trouver un poteau sur son chemin où il y a une barre, il va pousser, puis il rencontre une barrière, bah, il va inclure la barrière. Tu vois, dans son écorce, il va pousser à côté, il va l'utiliser presque même comme un levier. Euh, un exemple aussi, c'est nous, hein, dans notre ADN. Je crois que notre ADN est presque à 8% d'origine virale. Ah, c'est intéressant, ça. Tu vois, donc du coup, la nature ne cesse d'inclure des choses pour les inclure dans son système, pour en faire une force. Sans les bactéries, on meurt. Tu vois, donc notre microbiote, notre écosystème digestif interne est constitué d'un chiffre incroyable, de centaines de millions de bactéries qui nous permettent de vivre, de digérer, de nous défendre. Donc, l'inclusion est la première loi du vivant. Et donc, ça s'oppose, tu vois, à des pratiques hyper hygiénistes faut enlever toutes les bactéries, tous les microbes, etc. Il faut repousser à l'extérieur ce qu'on n'aime pas, etc. Donc, ça va donner lieu à de la discrimination, à de l'hygiène à tout va qui n'est pas forcément bonne non plus. Tu vois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de réinclure le vivant dans toutes ses parties. Mais ça marche aussi dans le développement personnel, hein, tu vois. Quelle manière je peux réintégrer mes ombres, réintégrer des parts de moi que je déteste. De quelle manière je peux arrêter de montrer mon voisin du doigt et me rendre compte que mon voisin est un miroir, finalement, s'il me dérange ce voisin-là, ce qui va réveiller chez moi une blessure. Donc, ça en dit plus sur moi-même que sur le voisin, tu vois. Donc, ces lois du vivant, elles sont universelles, elles s'adaptent à peu près à tous les domaines de la vie. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc, ces lois du vivant sont universelles. Et donc, voilà, c'est vertigineux quand on parle. Moi, j'ai des frissons quand je parle de ça, mais voilà. Je suis très, très, très heureux de partager ça aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. C'est aussi une réflexion que je m'étais faite il y a quelque temps, que le comportement qu'on avait vis-à-vis de l'infiniment petit, en fait, c'était le même qu'on a vis-à-vis de l'infiniment grand.
Donc si on se comporte mal avec la nature autour de nous, eh ben, on va se comporter mal avec les humains autour de nous, on va se comporter mal avec nous-mêmes. Et qu'en fait, ce qui fonctionne, d'ailleurs c'est vrai aussi en physique, notamment en physique quantique, en fait, ce qui fonctionne à l'échelle du microscopique fonctionne également à l'échelle du macroscopique. Est-ce que ça pourrait être ça, une manière aussi de définir les lois du vivant? Oui, c'est une excellente manière de définir les lois du vivant. Parce que, par exemple, quel exemple je peux donner? Oui, moi je parle aussi d'écologie intérieure et ça me fait penser notamment à quelque chose d'assez paradoxal. Tu as des personnes qui sont très très écolos, qui mangent bio, qui sont véganes, etc., qui sont beaucoup dans le respect du vivant, mais qui, de manière très paradoxale, hein, je le répète, vont montrer du doigt. Et je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que je me reconnais aussi un petit peu là-dedans, tu vois, beaucoup d'autodérision qui vont montrer du doigt bah, les méchants les méchants mangeurs de viande, tous ceux qui polluent, ceux qui prennent l'avion, etc. Euh, et donc ça crée en fait des guerres horizontales, ça crée beaucoup de violence interne à l'intérieur, alors qu'en fait je pense que euh, contribuer déjà à guérir ses propres blessures, à se rendre compte que il y a des diversités dans le monde, que chacun voit le monde à travers son propre prisme, que oui, d'accord, il y a une prise de conscience collective, mais la première prise de conscience à avoir, elle doit être individuelle et en se respectant en soi son monde intérieur. Et c'est déjà en fait une énorme part du travail. Tu vois, c'est un petit peu la philosophie du colibri de Pierre Rabhi, qu'on peut retrouver aussi à cet endroit-là. C'est déjà faire les choses au pied de sa porte. Et c'est un des principes de la permaculture. Commencez au pas de votre porte. C'est-à-dire qu'à lieu de démarrer un grand jardin, tu peux déjà avoir une plante verte chez toi et commencer à te nourrir d'une façon un petit peu différente et mieux parler à ton voisin. Tu commences au pas de ta porte. Tu n'es pas un énorme révolutionnaire qui veut tout de suite créer un nouveau mouvement, créer un nouveau parti politique et imposer à tout le monde d'arrêter de manger de la viande, etc. C'est déjà commencer au pas de ta porte. Pour moi, c'est ça, c'est hyper important. Tu vas incarner, tu vas commencer par incarner ce que tu veux, la manière dont tu veux que le monde évolue. En fait, tu commences déjà par l'incarner. C'est le meilleur moyen de faire bouger les choses, plutôt que de vouloir faire la révolution ou imposer des choses à tout le monde, tu vois. Parce que moi, je connais des gens qui sont végétariens, par respect pour le vivant, mais qui vont commander des pizzas toutes faites, végétariennes. Tu vois, je trouve que c'est assez paradoxal, tu vois ce que je veux dire. Donc, et pour moi, en fait, cette intention que tu vas avoir, elle commence déjà dans l'infiniment petit, euh, dans le vibratoire. Tu vois, l'intention est énorme. C'est ce qu'on appelle la main verte quand tu vas planter une plante, quand tu vas créer un jardin. Il y a des expériences qui ont été faites en plantant, en mettant des graines et en leur envoyant de l'amour, c'est quelque chose qui est invisible, tu vois. Elles vont mieux pousser que des graines que tu vas insulter ou que tu vas planter avec de la colère. Tu vois, c'est invisible, ça, c'est incroyable. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Jardins de Findhorn qui parle un petit peu de ça. Et c'est en Irlande, je crois, ils ont réussi à faire fleurir un endroit qui était presque plus du tout fertile. Et ils en ont fait quelque chose de très, très fertile. Ils ont observé des choses assez intéressantes là-bas en termes d'intention portée à la plante, d'intention portée à la terre nourricière. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des pratiques chamaniques qui finalement vont utiliser l'invisible, donc l'infiniment petit. Et donc ça se retrouve après au niveau macro, parce que si je suis dans une belle intention avec ma plante, que j'envoie de l'amour, de l'invisible à la plante, bah, elle va donner quelque chose dans la matière. Voilà ce que je peux te partager. Et si après ça, je le transmets, ça va être encore plus macro, tu vois. Et on part du tout petit pour arriver à quelque chose de plus gros. Qu'est-ce que c'est finalement une loi universelle, hein. Tu vois, tu observes aussi des spirales, des formes de géométrie sacrée, des spirales, tu observes le tournesol dans lequel on retrouve le nombre d'or, tu vois. Tout ça, ça part de l'infiniment petit, tu vois. C'est des choses qu'on trouve dans l'infiniment petit qui vont se déployer aussi à des échelles moyennes et puis après macro. Donc oui, pour répondre à ta question, tout à fait. C'est une belle manière d'expliquer les lois du vivant. Du coup, le lien avec l'entrepreneuriat, il semble assez évident, mais en quoi c'est particulièrement intéressant pour un entrepreneur d'utiliser ces lois? Déjà de les connaître, mais surtout de les utiliser. C'est intéressant pour un entrepreneur de les utiliser parce que ça peut être plus facile pour lui, parce qu'il va arrêter de lutter contre quelque chose qui est finalement naturel. Quand on parle de croissance d'une entreprise, tu sais, ça peut être un terme très orienté libéralisme, capitalisme, etc. Alors qu'en fait, la croissance est simplement naturelle. Euh, mais elle peut être saine et harmonieuse. Tu vois, tu peux faire pousser une plante en mettant des intrants, un engrais hyper fort, des pesticides pour enlever tous les parasites. Elle va pousser très vite, très fort. Elle va produire en quantité, mais peut-être pas de la qualité. Et puis elle fait une plante qui va être très très fragile. Si la tige est très très haute et qu'il y a du vent,
elle va se ployer. C'est pour ça elle va se casser. Donc, c'est des plantes qui sont fragiles, qui ne sont pas résilientes. Donc, en démarrant petit peu par petit peu, déjà, c'est amener plus de résilience dans son activité. C'est vrai que ça paraît évident, mais en fait, si tu veux, une manière de penser quand on démarre l'entrepreneuriat qui va être de regarder vraiment tout de suite dans une logique de qu'est-ce que je vais gagner, tu vois. Et la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature, elle va fonctionner en termes de perte acceptable. C'est une manière complètement différente de penser l'entrepreneuriat. La perte acceptable, c'est quoi? C'est, par exemple, voilà, je suis encore salarié. Je suis encore salarié. Là, par exemple, je vais être au chômage dans, euh, dans un mois. J'ai un chèque de 5 000 € quand je quitte mon travail. Bah, qu'est-ce que je vais être en mesure qu'est-ce que je m'autorise à perdre en termes d'investissement ou de temps avant de commencer à avoir mes premiers résultats? C'est intéressant, c'est ce que font les animaux aussi. C'est pour ça qu'ils vont hiberner. C'est pour ça que voilà, ils réfléchissent à deux fois avant de dépenser leur énergie parce que leur énergie, c'est c'est ce qui va rendre le plus précieux. Donc, ils vont réfléchir à deux fois. Donc, est-ce que c'est acceptable pour moi de faire cette perte-là pour atteindre tel objectif, etc. Donc, c'est une manière un petit peu différente de penser les choses. C'est une philosophie complètement différente. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, si tu veux, il y a des choses qui se font naturellement dans l'entrepreneuriat, qui sont logiques, parce qu'elles suivent les lois du vivant, mais sauf qu'elles n'ont pas été faites en conscience. Quand on remet des consciences là-dessus, on peut aller plus loin sur ces principes, beaucoup plus loin sur ces principes. Je pense aussi au fait comment dire, conserver l'énergie, de recycler des choses. Tu vois, tu vas créer un contenu, tu vas faire ton podcast. De quelle manière il peut devenir un article de blog? De quelle manière tu peux en faire un extrait pour une petite vidéo? De quelle manière, toi, il va te servir pour faire la promotion d'autres choses? J'en sais rien, tu vois, pour te faire connaître aussi. C'est tous ces éléments-là qui vont te dire, OK, je peux en fait planifier mon énergie, la recycler et la mettre à d'autres endroits. Euh, j'ai plein d'exemples comme ça, je peux en avoir des dizaines, tu vois, mais c'est vraiment euh, en termes de philosophie, d'état d'esprit, pour moi, c'est essentiel. Et ça permet aussi de penser en termes d'écosystème, c'est-à-dire que mon entreprise est vivante et tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Plutôt que de penser, tu vois, juste le marketing d'un côté, juste la communication de l'autre, juste les ventes d'un côté et juste le fait de livrer son produit ou ses services à nos clients, eh bien, de quelle manière je peux mettre plus de liens entre les différents éléments et de quelle manière je peux les rendre les plus cohérents, les plus solides, tu vois. Euh, je peux donner un exemple, si tu veux, d'un résultat que j'ai eu avec une de mes clientes par rapport à ça. Donc, c'est une personne qui est entrepreneur, qui fait des formations de coaching, donc qui accompagne des personnes qui veulent devenir coach ou qui sont déjà coach et qui veulent améliorer leurs compétences. Elle a une entreprise qui fonctionne bien. Et simplement en observant son écosystème, en prenant de la hauteur sur son écosystème, donc comme si tu pilotais un drone et tu prends de la hauteur, et tu es capable de voir ce qui se passe et de voir les différentes parties, les différents éléments. Mais on a vu les différents liens qu'elle pouvait avoir entre ces différentes offres. Donc, ça lui a permis de dire, ah ouais, en fait, quand mon client passe là, une fois qu'il a terminé ce parcours-là, il peut aussi aller sur tel autre parcours. Donc, du coup, je peux renforcer les liens entre les deux programmes d'accompagnement que je propose, entre les deux formations que je propose, ce qui permet de créer un parcours client qui peut être plus agréable pour le client. Et puis, du coup, dans son première formation, elle peut parler de la deuxième, par exemple. Donc, elle va dépenser moins d'énergie dans son marketing parce qu'elle a déjà des clients convaincus à cet endroit-là, sans forcément vouloir absolument leur revendre un truc et se comporter comme quelqu'un qui veut absolument du profit, mais simplement leur proposer une suite dans le parcours, de manière très bienveillante finalement. Et en faisant ça, on s'est rendu compte, en analysant un petit peu son écosystème de manière globale, elle s'est rendu compte que finalement, elle cherchait ses clients sur Internet, alors qu'il y avait une bonne partie de ses clients qu'elle avait tiré de son réseau. Donc, on a observé ce qui fonctionnait. C'est ça la nature. Tu observes ce qui fonctionne, tu incorpores ça comme des feedbacks, tu acceptes tes limites, tes feedbacks et tu réagis de manière créative. Ça, c'est un des principes de la permaculture. Et elle s'est dit, en fait, je me rends compte que j'active pas assez mon réseau. Elle a simplement passé quelques coups de fil, envoyé quelques messages aux personnes de son réseau et elle a fait des ventes de plusieurs programmes en quelques jours, en quelques semaines, parce qu'elle a simplement regardé ce qui existait. Elle a pris du recul, on a regardé ce qui existait, ce qui fonctionnait bien, et puis on a optimisé ça. C'est ce qui fait que, par exemple, les personnes qui font de la permaculture vont observer des associations de plantes en disant, voilà, tiens, en faisant pousser euh, du maïs à côté des haricots et à côté d'une courge, je me rends compte que ils poussent mieux ensemble. Ah, c'est intéressant, le haricot, il commence à grimper autour de la tige du maïs et du coup, il n'a pas besoin d'un tuteur.
Et la courge va créer un écosystème qui va garder de l'humidité au sol. Donc, c'est intéressant. Et en plus de ça, on s'est aperçu de manière scientifique que leurs racines, leurs phéromones communiquaient ensemble et étaient intéressantes pour les trois. Ça crée un écosystème, ça crée une symbiose entre les trois plantes. C'est intéressant. C'est simplement l'observation de la nature qui a dit, bah, tiens, si je fais ça, ça fonctionne. Donc, on va optimiser ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'en rajoutant des tournesols aussi dans l'écosystème, ça a amplifié encore les phénomènes. Ah, c'est super intéressant. Donc, on peut faire la même chose en termes d'entrepreneuriat, en mettant des éléments qui fonctionnent ensemble, en pensant en termes d'écosystème, en disant, ah ouais, tiens, ça fonctionne bien. Et c'est ce que je fais avec mes clients aussi, parce que parfois, en fait, on oublie, à l'heure du web marketing et du développement uniquement sur le digital, on oublie parfois de mettre en place des leviers qui sont dans le vivant, dans la matière, dans nos réseaux proches, dans nos amis, dans nos familles, dans le commerçant du coin qui peut-être nous aider, dans la personne qui a pignon sur rue à tel endroit, dans l'entrepreneur qui a réussi avant nous. Bon, peut-être lui poser des questions et on oublie très fortement de faire ça. On est un peu solo derrière son écran d'ordinateur, alors qu'en pensant en termes d'écosystème, on peut découvrir des choses qui étaient peut-être oubliées, qui sont finalement naturelles dans le développement des écosystèmes en général. Donc, moi, je trouve ça passionnant et pour moi, c'est une évidence, c'est essentiel. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de réussir à démocratiser ça et à revendiquer ça et à montrer à quel point ça peut vraiment aider les entrepreneurs qui débutent comme les entrepreneurs qui sont plus avancés, qui ont déjà un écosystème en place. Et là, c'est vraiment intéressant de renforcer ces écosystèmes. J'avais prévu de te demander s'il était possible de conjuguer entrepreneuriat et décroissance, mais en fait, je me rends compte en t'écoutant que le but, c'est pas la décroissance. Le but, c'est juste de laisser croître ce qui doit croître et de laisser mourir ce qui doit mourir. Est-ce que c'est un peu ça aussi, la permaculture? Oui, c'est ça aussi la permaculture. C'est accepter de mettre des choses au compost. Euh, la décroissance, moi je préfère une croissance saine et harmonieuse à décroissance, tu vois, parce que j'ai l'impression que ta décroissance, un peu on lutte contre quelque chose. Euh, euh, les gros systèmes industriels sont développés extrêmement vite. Ce pas des écosystèmes qui sont résilients, c'est-à-dire que leur seule force, euh, ils ont des racines qui sont très faibles. Leur seule force, ça va être du marketing agressif, de la manipulation, ça va être de la prédation. Ça va être de la concurrence à outrance. Et ça, c'est pas naturel. La prédation, oui, mais elle est raisonnée. Dans la nature, la prédation, elle est raisonnée. Tu n'auras jamais un loup qui va manger tout le troupeau de moutons. Il va en laisser. C'est naturel. Ça se régule naturellement. La concurrence, ça n'existe pas dans la nature. Ça va exister, mais seulement un temps, parce que c'est fatigant pour les deux parties. Donc la concurrence, en gros, elle n'a pas lieu d'être de manière naturelle. C'est ce qui fait que ce sont des écosystèmes qui vont s'épuiser au fur et à mesure. De toute façon, les ressources, l'énorme besoin en ressources de ces écosystèmes prédateurs ne peuvent pas tenir debout, en fait. Moi, j'ai vu des entrepreneurs aussi qui ont réussi très très vite sur le web. Ben, au bout d'un moment, alors je ne dis pas la majorité, mais au bout d'un moment, j'observe que quelques-uns de ces entrepreneurs ou sont en burn-out, ou sont extrêmement fatigués, ou sont en perte de sens, ou il y a une maladie qui se réveille à ce moment-là. Je ne leur souhaite pas. Moi, je souhaite que tout le monde réussisse et que tout le monde vive confortablement de son activité et de sa passion. Mais quand ça grandit très vite, il y a des inconvénients à ça. Il y en a toujours. Il y a toujours deux revers d'une médaille. C'est une loi naturelle, une loi universelle aussi. Euh, et donc pour moi, c'est plus en fait, là je regarde au pied de ma porte, c'est-à-dire que plutôt que d'aller, alors bien sûr, moi ma consommation, je vais essayer je vais consommer bio, je vais consommer local, parce que ça fait sens pour moi. Mais c'est différent de consommer bio et local pour faire chier Findus ou Nestlé. C'est complètement différent dans l'approche. Moi, je sais que ça me fait du bien de faire ça. Ça me fait du bien de faire ça. Je suis content d'offrir de la qualité à mon fils qui mange. Là, il en a fait une soupe de courgettes du jardin. Je trouve ça juste génial. C'est ce que j'ai envie de transmettre aussi parce que la permaculture, c'est aussi la transmission. Donc, en fait, bah, le meilleur exemple, tu vois, de ne pas lutter contre ces grands écosystèmes, mais de proposer autre chose, proposer notre alternative, bah, c'est de commencer par, pourquoi pas, faire son propre jardin ou comment consommer de manière différente. Bah, c'est un petit peu pareil pour l'entrepreneuriat. C'est de quelle manière je peux, moi, déjà être écologique avec moi-même. Quand je crée un écosystème qui est efficient, bah, je peux peut-être passer moins de temps derrière mon ordinateur. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas tout le temps simple, mais c'est ce que j'essaye de faire au maximum, que ce soit plus simple, le plus facile. Et bah, pour ça, par exemple, trouver des clients, il suffit tout simplement de se baser sur un autre écosystème naturel qui va être le système nerveux des clients. Donc, c'est pour ça que les principes de vente, finalement, sont des principes universels, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a forcément de la vente. C'est de quelle manière je peux rendre cette vente naturelle, utiliser un marketing qui soit par exemple vibratoire, empathique, pédagogique, plutôt qu'un de la manipulation, faire peur parce que attention, la promo s'arrête dans 2 jours, etc.
Euh, on peut le dire ça quand c'est vrai, mais baser tout son marketing sur la peur, pour moi, c'est pas naturel. Et du coup, on s'éloigne de quelque chose qui peut être écologique, naturel, universel, et finalement qui permet de prendre soin. Parce que la permaculture, je répète, c'est vraiment prendre soin. Dans quelle manière, à travers mon entreprise, je peux prendre soin de mes clients, prendre soin de moi, prendre soin aussi de mon écosystème entrepreneurial, pour qu'il soit facile, agréable, ludique. On peut aussi ramener du jeu, etc. Enfin, il y a plein de systèmes qu'on voit après en détail avec mes clients, mais c'est passionnant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de valorisation dans le monde de l'entrepreneuriat du fait de se brûler. Tu vois, moi, je fais partie de clubs d'entrepreneurs, de clubs d'entreprise. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que dans les discours, parfois, c'est valorisant de dire, ah oui, là, j'ai bossé 7 jours sur 7, vraiment, j'en peux plus, je suis HS. Il y a un côté où, enfin voilà, ça fait plaisir aussi de dire qu'on a beaucoup travaillé, Oui. qu'on est fier de ce qu'on a produit, qu'on est fier de ce qu'on a fait. Et du coup, que ça incite aussi bah, les autres à en faire de même. Et que quelque part, en fait, c'est un peu comme si on regardait. Enfin, moi, on m'a souvent répondu, mais bon, tu dois savoir ce que c'est. Et moi, je suis là dans ma tête et du coup, je suis limite mal à l'aise parce que je suis en train de me dire, bah non, moi, en ce moment, j'essaye de me reposer. Au contraire, je suis plutôt dans une dynamique de down, de prendre un peu plus mon temps, etc. Donc, non, en fait, moi, ça me va pas de travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que j'ai envie de vibrer, en fait. Oui, ouais. Oui, un peu cette course-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu vas avoir besoin de travailler. Travailler, c'est un grand mot aussi. On peut dire de manière un peu pompeuse peut-être, hein, mais œuvrer. Tu vois, de quelle manière, en fait, si je fais quelque chose qui me plaît, bah, j'ai envie d'y passer du temps. Moi aussi, j'ai envie des fois de passer du temps parce que ça me passionne, parce que j'ai envie d'écrire ce texte à mon audience, parce que j'ai envie de partager ça, parce que c'est quelque chose qui me porte. Euh, oui, parfois j'ai envie de travailler. Parfois je travaille plus, parfois je travaille moins, mais en faire une compétition, c'est pas forcément naturel, dans le sens où en fait c'est un petit peu comme si tu avais un conditionnement entrepreneurial euh, qui dit que tu dois travailler dur. Alors oui, c'est nécessaire de faire des efforts, c'est nécessaire de s'investir, notamment au début, parce que tu dois bâtir ton écosystème. Tu dois voir ce qui fonctionne pas. Tu te plantes au début. Et tant mieux si tu te plantes parce que tu vas apprendre aussi de tes erreurs. Mais à partir du moment où tu regardes les autres et que tu bosses plus pour paraître devant les autres, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu tu télécharges des valeurs des autres et tu les mets, tu les incorpores à ton système. Et du coup, c'est ce qui fait que tu vas t'épuiser parce que, en vrai, de quelle manière toi, tu as vraiment envie de remplir ta journée? De quelle manière tu as envie de tous les jours vivre ta journée parfaite, ta journée idéale? Et quand tu aimes ce que tu fais, tu as vraiment une raison d'être qui est très forte, eh bien, naturellement, tu vas avoir envie de travailler un petit peu dans ta journée. Tu vois. Parce que tu as envie de travailler 10 heures, bah, pourquoi pas le faire quand tu as envie, et puis quand tu n'as pas envie, de ne pas le faire. Mais le but de ça, c'est de créer un écosystème qui permet d'être le plus efficace et efficient possible. Donc c'est ça le but aussi. Et puis après, tu peux commencer à déléguer. Moi, j'ai commencé à déléguer, tu vois, c'est-à-dire que je fais entrer des personnes dans mon écosystème pour faire des tâches que j'ai moins envie de faire. De la même manière que certains insectes au jardin vont jouer un rôle que tu n'as pas envie de jouer, tu vois, que tu vas incorporer certaines plantes qui vont faire un travail que tu n'as pas envie de faire, ou tu vas mettre de la paille des légumes pour éviter l'évapotranspiration du sol et laisser de la vie en fait à la couche du sol, laisser ton sol vivant pour le respecter. Bah, c'est d'un écosystème en fait qui va empêcher d'arroser tous les jours et tu vois, donc c'est c'est euh, c'est vraiment important de penser comme ça. Ouais, travailler, bien sûr, que si tu es entrepreneur, il est nécessaire de travailler parfois beaucoup, mais c'est pas obligatoire, c'est pas une nécessité. Et puis il faut savoir aussi, alors moi j'ai mon avis là-dessus, c'est pas la vérité, hein, c'est une vérité. Euh, il y a le monde de l'entrepreneuriat, il est arrivé en France aussi par le biais de certains coachs ou de certains modèles américains, notamment du développement personnel, qui a parfois ses limites parce que ça vient parfois dans une logique de prédation aussi, hein. Il faut savoir que dans une logique un petit peu de destruction, faut savoir que bah, de quelle manière les États-Unis sont créés. En fait, il y a une vibration qui émane de ça. Ils sont arrivés et ils ont dit à des personnes qui étaient simplement chez elles, les Indiens d'Amérique, bah, vous n'êtes plus chez vous et moi, je vais venir habiter chez toi. Donc il y a cette logique-là un petit peu de violence qui presque de manière vibratoire, a teinté tout ça. Tu vois, une logique de prédation, de violence, de domination qui est là. Et c'est un peu une domination sur soi-même, en fait, le fait de pousser, de ouais, moi je dors pas, etc. Oui, tu vas te pousser dans tes retranchements quand tu entreprends. Oui, tu vas avoir des blessures qui vont être ouvertes à fond. Oui, tu vas devoir te confronter. Oui, parfois ça va être plus dur, parfois tu vas plus travailler. C'est une réalité.
Entreprendre, c'est pas la voie la plus facile, mais ça peut être simple. Ça peut être simple, ça peut être ludique, et tu peux des fois aussi la rendre adaptable, et le faire coller aussi à ton écologie intérieure. Tu vois, c'est pour ça que des logiques de productivité, d'organisation, la nature est très structurée finalement. Parfois, les entrepreneurs qui sont un petit peu plus spirituels ou connectés à la nature vont pas aimer l'organisation et la structure. Qui vont être un petit peu hypersensibles, etc. N'aiment pas se connecter à de la structure, pourtant c'est absolument indispensable. La nature, elle est extrêmement structurée, sinon elle ne serait pas aussi résiliente. Donc, tu vas remettre de la productivité, remettre de la structure, de l'organisation, de la planification à ces endroits-là permet finalement d'avoir plus de temps pour soi, peut-être. Tu vois. Donc, voilà, j'aime beaucoup le lien entre les deux. Tu vois, le côté très intuitif, très naturel, très esthétique, puis le côté très structurel, qui est finalement une sorte de définition de la force de la nature aussi. Est-ce que quand on est salarié, on peut appliquer les lois du vivant dans son métier, dans son travail? Euh, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui. Rien que tu vois, tu te formes, tu lis un bouquin sur la communication non violente, par exemple, et tu communiques avec tes collègues de manière différente. C'est un exemple, c'est mon exemple, hein, ça. Déjà, ça apporte des choses. Euh, tu peux être force de proposition. Euh, et puis, oui, je pense que tu peux vraiment apporter le fait de prendre soin, de partager avec tes collègues d'autres choses. Dans n'importe quelle entreprise, je pense que ça peut se faire. Certaines sont plus ouvertes, sont comment dire, ça dépend des métiers aussi, hein. Certaines entreprises ou certains endroits du salariat sont plus propices à ça. Mais tu vois, l'exemple que je t'ai donné, il est tout simple. Et puis, on a des tas d'autres. Euh, commence à investir dans son travail d'une manière différente. Et puis, au bout d'un moment, en fait, en permaculture humaine, notamment, on trouve sa niche personnelle. Si vraiment ce qu'on fait ne nous plaît plus et complètement en désaccord avec nos valeurs et que ça nous rend presque malades, à ce moment-là, il est intéressant de s'écouter et pourquoi pas de trouver un autre travail. Pourquoi pas toujours dans le salariat, tu vois, mais euh, et puis on peut aussi trouver du sens à côté, être salarié et pourquoi pas, comment dire, monter une association à côté ou pourquoi pas monter une micro-entreprise pour donner quelques services, rendre quelques coups de main à droite à gauche. C'est possible aussi. La logique entrepreneuriale, elle est pas, la logique entrepreneuriale et permaculturelle n'est pas que réservée aux entrepreneurs. Il y a des personnes qui sont très très fortes dans des associations et des personnes qui ont pris des initiatives incroyables en tant que salariés dans leur entreprise et qui ont fait bouger les choses, tu vois. Ça, c'est une logique entrepreneuriale. Ça, c'est une forme de permaculture aussi. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut intégrer les lois du vivant au quotidien? Euh, déjà, le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'observer, de se mettre en observateur. Euh, Simplement d'aller voir tu vois, la beauté et presque la perfection d'une coquille d'escargot, de la spirale, tu vois, d'aller voir une fleur de tournesol, d'observer le changement des saisons, d'observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi quand je mange tel aliment, quand j'en mange un autre, de me connecter aussi à mes différents organes, à mon écosystème interne. Euh, Parce que l'homme, souvent, il parle de nature comme s'il n'en faisait pas partie. Donc, on est une partie intégrante de la nature. Donc, commencer par ça. Commencer par soi et commencer au pas de sa porte. Euh, Rien que le fait de planter une graine dans un peu de terre, que ce soit chez soi ou ailleurs, de l'observer pousser, euh, commencer à cuisiner en conscience, observer un légume avant de le cuisiner, par exemple, c'est des toutes petites choses qui peuvent déjà faire un premier pas, un tout premier pas vers la compréhension des lois du vivant. C'est peut-être déjà ces petits gestes-là, quotidiens ou pas, mais de le faire de temps en temps, de se connecter à ça, vont permettre aussi de commencer à reconnecter au vivant. C'est toutes petites choses qui, mises bout à bout, peuvent faire des beaux changements, des belles transformations, des belles prises de conscience. Toi qui as bossé dans l'éducation populaire, est-ce que tu fais un lien un parallèle entre culture et permaculture? Oui, complètement. C'est pour ça que je parlais de philosophie. La culture, c'est une manière de transmettre aussi des valeurs, de la beauté. C'est aussi une manière de s'exprimer. C'est un très très beau vecteur, la culture. Moi, ce que j'ai aimé et je vais parler de mon exemple aussi, ce que j'ai aimé dans l'éducation populaire, quand j'ai travaillé dans les centres sociaux, c'était le fait d'être proche des gens. Donc, il y a cette notion de proximité qui est là aussi, tu vois. Et de se mettre à leur portée, de prendre soin en se mettant à leur portée.
Euh, C'était ça, en fait. C'est-à-dire que un, un jeune de 14 ans qui sèche les cours au collège, euh, parce qu'il n'est pas bien, en fait, de quelle manière tu peux considérer ça comme comprendre que c'est déjà une souffrance de sa part, que c'est l'expression d'une souffrance, et que c'est pas le problème, le fait qu'il sèche les cours. Le fait qu'il sèche les cours, c'est un symptôme. Hein. Donc, et du coup, c'est intéressant d'essayer de comprendre, d'écouter, d'être à l'écoute. Rien que le fait que ce jeune-là puisse être écouté, puisse participer à des activités collectives, même s'il va plus au collège, pour se redonner confiance au collectif, redonner confiance en lui-même, en l'humain. Euh, Pourquoi pas en institutions, pourquoi pas dans les institutions. Je mets ça entre parenthèses, mais voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Mais au moins lui redonner confiance en lui-même, bah, ça peut déjà être une belle chose parce qu'on se sera mis à sa portée. Euh, et donc, c'est intéressant de voir en fait les différents éléments comme des symptômes et pas forcément comme des problèmes, d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière le problème visible. Et donc, ouais, c'est vraiment important. La culture aussi, il y a ces vecteurs de transmission. C'est un état d'esprit aussi. Je sais que l'éducation populaire permet de rendre accessible la culture. De quelle manière je peux trouver, en tant qu'animateur de centre social, je peux m'arranger pour trouver des billets pas chers pour le musée, pour aller voir le musée. De quelle manière je peux faire venir un artiste dans les murs du centre social pour faire un atelier culturel. De quelle manière je peux négocier auprès d'un partenaire des places moins chères pour un concert, etc., etc. Ça, c'est de la transmission. Et c'est aussi trouver des limites et y réagir de manière créative. À chaque fois qu'il y a une limite, il y a une manière en fait de la transcender, cette limite-là. Donc, bah, ils n'ont pas d'argent. De quelle manière je peux faire voilà, mon réseau de partenaires? De quelle manière je peux être créatif avec ça? De quelle manière je peux aller chercher un financement à cet endroit? De quelle manière aussi je peux montrer aux jeunes comment on peut faire ça? Comment, moi, en tant qu'animateur, j'ai réussi à trouver un financement pour qu'on puisse accéder à ce concert? Comment j'ai réussi à ce que, après le concert, cette, euh, cet artiste veuille bien accueillir les différents enfants qui ont participé à un atelier rap, par exemple? Eh bien, voilà, j'ai expliqué à ces jeunes que je reçois comment j'ai fait. J'ai osé écrire un message à tel endroit, j'ai osé aller faire ça, prendre des contacts, j'ai fait jouer mon réseau, j'ai expliqué, j'ai écrit un mail de telle façon pour essayer de convaincre le programmateur du concert de nous ouvrir les portes, etc. Et tout ça, ça a valeur d'exemplarité. Et de partager ça, c'est une forme aussi de permaculture, d'ouverture, de transmission, et de montrer qu'on peut être créatif et s'amuser avec les limites, justement, s'amuser avec ce qui nous coince. C'est ce qui peut permettre, par exemple, à des jeunes qui sont en difficulté de dire, OK, j'ai ces limites-là. OK, j'ai peut-être moins d'argent que les autres. OK, je suis dans un quartier où tous les grands frères vendent du shit autour de moi. De quelle manière cette limite-là, je peux la transcender. Et je peux aussi aller plus loin avec ça. Et tu vas chercher, en fait, finalement, chez des artistes ou des entrepreneurs qui ont réussi, généralement, c'est pas qu'ils avaient quelque chose de plus que les autres. Ils avaient à la base peut-être quelque chose de moins que les autres. Et ils sont allés chercher ce qui leur manquait. Ils sont allés chercher tellement de conviction, tellement de force, que du coup, ils en ont fait une énorme qualité, ils en ont fait une énorme réussite. Donc, c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça, que les limites que j'ai, je peux être créatif avec ça, je peux m'amuser avec ça. Très belle réponse, j'adore et ça me donne des frissons. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre? Euh, on a fait le tour de pas mal de choses, et puis c'est infini en fait, c'est aussi infini que la nature, ce sujet. En tout cas, je suis vraiment ravi de te partager ça aujourd'hui. Un autre principe de permaculture que j'aime beaucoup, que je vais te partager aussi, c'est le problème et la solution. C'est pas une question que tu m'as posée, mais du coup, j'ai envie de partager ça. Le problème et la solution. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème qui peut t'arriver dans ta vie, quelque chose qui pourrait passer pour un problème, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant des symptômes, eh bien, derrière ce problème se trouve souvent une solution. Dans la nature, ça se passe toujours comme ça. Par exemple, dans mon jardin, si j'ai des limaces qui mangent mes salades, je peux aussi m'amuser à tuer mes limaces, à mettre du tulimace, un produit chimique, même bio, qui va tuer mes limaces. Je ne résous pas le problème. Le problème, c'est pas les limaces. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre dans mon jardin. Ok. Et, euh, et du coup, eh bien, en remettant de l'équilibre, eh bien, je vais apporter la vraie solution au problème. Donc, c'est intéressant aussi de penser comme ça. C'est la même chose quand on parlait de naturopathie tout à l'heure, je vais avoir un symptôme. Le problème, c'est pas le symptôme. J'ai le nez qui coule. Le problème, c'est pas le nez qui coule, mais c'est ce qui est visible. Le problème, c'est peut-être que mon corps est encrassé. C'est peut-être que mon système immunitaire a eu un déficit à ce moment-là et que du coup, j'ai permis à un virus de s'exprimer dans mon organisme. Et c'est intéressant de penser comme ça. C'est une énorme clé pour la compréhension du vivant.
Et puis, on se rend compte aussi que très souvent, ce que fait apparaître le problème, eh bien, finalement, c'est déjà une partie de la solution. Je trouve ça assez beau comme principe. C'est un principe philosophique de la permaculture et je le trouve vraiment, vraiment très, très, très beau. Et ça permet de relativiser sur des tas d'aspects de sa vie, dans le sens où beaucoup de personnes, parfois, ceux qui ont du mal à trouver de la résilience, qui ont vécu un traumatisme dans leur vie ou qui ont été blessés par la vie, peuvent se sentir bloqués par ça. Alors qu'en fait, se trouve dans ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu de magnifiques cadeaux s'ils peuvent justement essayer de penser en termes d'écosystème et de prendre un petit peu de hauteur sur leur vie et sur les solutions qu'ils peuvent trouver. Et je trouve que c'est un bel exemple de résilience. Et euh, si l'humain commence à davantage s'inspirer de ce principe-là en particulier et des autres que j'ai pu partager aujourd'hui, je pense qu'on pourra tout doucement commencer à vivre dans un monde plus durable, plus respirable et plus serein, notamment entre nous. Il me reste une dernière question à te poser, qui est une question rituelle que je pose à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si je te donnais une baguette magique, là, par où est-ce que tu commencerais? Euh, je continuerai à faire ce que je fais déjà. Je continuerai à faire ce que je fais déjà. Pour moi, le monde, il n'a pas besoin d'être changé. Le monde en général n'a pas besoin de changer. Il est déjà. Point. Par contre, voilà, si on continue comme ça, bah, le monde sera beaucoup moins joli et l'humain risque de disparaître. On le sait tous. Mais c'est déjà commencer au pas de sa porte, ça je le répète, vraiment c'est essentiel. Commencer déjà au pas de sa porte. Tout de vouloir changer le monde, commencer à changer son monde. Merci Mathieu. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Alex, j'ai vraiment pris du plaisir à échanger avec toi et puisse ce message inspirer d'autres personnes qui veulent en savoir plus sur la permaculture appliquée à leur vie, à l'entrepreneuriat et à d'autres domaines. Merci à toi. Et voilà les amis, j'espère que vous avez autant apprécié que moi cet échange bourré de pépites incroyables. Si vous n'avez pas pris de notes, pas de panique. Voici les miennes, agrémentées de quelques réflexions personnelles. De notre discussion, je retiens. Tout d'abord, que la permaculture n'est pas que du jardinage écologique. C'est une pensée systémique qui inclut l'homme et son environnement dans un écosystème à part entière. En ce sens, prendre soin de soi et du monde autour de soi, faire preuve de ce que Mathieu appelle une écologie intérieure, c'est déjà de la permaculture. Il est à noter que dans cet écosystème global, tous les organismes vivants sont reliés entre eux. Ce qui est petit est comme ce qui est grand, ce qui est visible est comme ce qui est invisible, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est individuel est comme ce qui est collectif. Bref, vous comprenez l'idée, tout dans l'univers fonctionne selon un principe de reliance et d'équilibre. Et nous en faisons partie. De la même manière, la création d'une entreprise, pour celles et ceux à qui ça parle, s'inscrit dans cet écosystème et l'entreprise fonctionne comme un organisme vivant. Ensuite, que les principes du vivant sont des lois universelles qui s'appliquent à tout organisme en tout temps, tout lieu et toute circonstance. Nous avons déjà mentionné le principe de l'interconnexion entre les êtres, mais au cours de notre échange, Mathieu en a évoqué 5 autres. Le principe de l'inclusion, qui nous dit que nous pouvons nous épanouir en prenant appui et en incluant ce qui nous bloque, nous handicape et nous limite, plutôt qu'en cherchant à le contourner. Le principe de la dualité, qui nous dit que toutes les médailles ont deux faces et que nous devons accepter les deux. L'importance de l'observation et de la prise de recul pour comprendre le vivant. Le fait que tout se recycle toujours et qu'une même création peut être utilisée et réutilisée à plusieurs reprises. Et enfin, le fait que le problème est, EST, la solution. Tous ces principes me renvoient à l'idée que la nature est, dans son fonctionnement, dans son essence même, démocratique. Oui, si la démocratie c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, ou pour le dire d'une autre manière, la démocratie c'est l'ordre sans la domination, alors la nature est démocratique. Il y aurait un parallèle vraiment intéressant à faire entre la manière dont nous abordons la nature et la manière dont nous abordons la politique. Mais ce sera le sujet d'un prochain podcast. Enfin, que la croissance infinie et à l'inverse la décroissance nécessaire relèvent toutes deux du mythe. Grandir ne veut pas forcément dire produire à outrance, et entreprendre sainement
ne veut pas forcément dire décroître. L'important, c'est de laisser grandir ce qui doit grandir au rythme où ça le doit. La nature est sans cesse en train de s'épanouir. L'univers est sans cesse en expansion. La vie, c'est la croissance. La question, c'est de savoir si on souhaite une croissance saine et harmonieuse, pour reprendre les termes de Matthieu, ou si l'on souhaite une croissance violente, rapide, mais pas forcément très résiliente. Que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou dans la vie en général, il est nécessaire d'être à l'écoute de soi pour ne pas intégrer par défaut les valeurs d'autrui et se laisser entraîner dans une prédation excessive, une compétition à outrance, une course au toujours plus vite. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Matthieu. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.